Vostra. Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis. Quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du panier qui est un catch-up et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de rencontrer en vrai Louis Marty. Salut Louis, ça va? Salut Laurent, ça va? Je dis en vrai parce qu'on a enregistré en avril 2020, juste après le début du confinement, à distance. Alors t'étais en France à ce moment-là, je pense, pas encore aux États-Unis, ou en tout cas quand t'as enregistré, je crois pas que t'étais... J'étais rentré des États-Unis, je suis rentré juste avant le Covid, je suis rentré à la maison par peur. Merci Andy, vous connaissez tous, mais je te laisserai représenter et puis me faire surtout une photo à date de la boîte dans quelques instants. Mais plein de sujets hyper intéressants. Comment est-ce que tu multiplies, élargis ta gamme et ton positionnement, puisque vous connaissez évidemment les gels qui sont très bons, que mes filles adorent d'ailleurs. Vous connaissez peut-être un peu moins, ou en tout cas à l'époque, il y a 2 ans, quand on a enregistré les produits d'hygiène que j'ai testés. Et d'ailleurs, je suis devenu accro au dentifrice, au charbon et à la coco. Et à la coco. On va parler de ça, on va parler du Covid. En mars 2020, tu avais 3 millions de bons de commande sur ta table. Comment tu survis pour délivrer? Un gros focus sur l'international. Tu es parti aux US en 2019, quelques mois avant l'enregistrement. Exactement. Printemps 2019 et je suis rentré fin 2019 avant le Covid n'était pas apparu, mais j'avais décidé de rentrer avant de toute manière. Ça a fait accélérer le Covid. C'est ça. Et donc, depuis 2 ans, puisque c'était il y a 2 ans, tu as pu bien développer... Exactement. Nos premiers salariés, des Américains, nos premiers contrats. On est un peu... Enfin, on fera le point tout à l'heure, mais ça se développe bien. C'est très cool. On fera un petit tour par la levée de fonds et le financement de votre croissance. Est-ce que tu as levé des fonds? Est-ce que tu as des partenaires comme Silver, par exemple, au hasard pour te financer? Je dis ça parce que c'est le cas. Et un dernier sujet qui peut être cool à aborder aussi, c'est le retail. On en parlait. Ça fait, chers auditeurs, chères auditrices, ça fait 1 heure qu'on discute. On a abordé plein de sujets passionnants. On aurait dû laisser les micros ouverts. On aurait dû. C'était mon avis, mais notamment ta rencontre avec Jean-Luc Colonna, qui était le fondateur. Il a rendu maintenant Merci, qui t'a donné de grands conseils sur le retail. Tu nous en reparleras. On a parlé aussi de Headless et de Shopify. On parlera peut-être un peu de tech si on a le temps. Tu me parlais notamment de Once. Arthur avec Once, qui a monté une super boîte avec qui a très envie de bosser avec nous et nous aussi sur justement du front déconnecté de Shopify. C'est ça, c'est une boîte de headless front e-commerce, comme il y en a d'autres, d'ailleurs faut les citer, mais je pense à Front Commerce notamment, à qui on a parlé récemment, mais voilà, donc plein de sujets qu'on a abordés depuis 1 heure, on n'arrivait pas à lancer l'enregistrement, ça promet d'être assez sympa. C'est quoi Merci Andy? Eh ben merci Andy, c'est un monde extraordinaire. Déjà voilà, c'est un univers et j'insiste sur ce mot-là parce qu'on va faire autre chose que de la beauté. Ça va être un gros changement. Merci Andy, donc notre mission, c'est de rendre le monde ordinaire extraordinaire. On s'est attaqué à une série de produits ordinaires. Au début d'hygiène et puis après plutôt du soin qu'on a rendu extraordinaire par les formules, les couleurs, la texture. Leur distribution, leur parfum. On bosse avec Firmenich que j'adore, qui est un des plus gros parfumeurs au monde. Voilà, c'est une équipe, pour te donner un peu, aujourd'hui on est une 30aine de personnes réparties entre Paris et New York, où on a un bureau à East Village. Où ça, East Village? On est vraiment pas loin du Williamsburg Bridge, tu vois, donc parce qu'il y a une partie de l'équipe qui est à Brooklyn et ils pédalent tous les matins. Donc j'ai vécu 6 ans dans East Village. C'est vrai? Ouais, c'était cool. Et
Donc voilà, une trentaine de personnes. C'est une gamme de produits, donc évidemment la gamme pour les mains, qui est une grosse partie de notre business, moins de la moitié. Et aujourd'hui, on a un portefeuille qui va du soin du corps, avec notamment des déodorants. On a du gel douche, on a des produits pour les dents avec un super dentifrice dont on parlait. Et on a lancé en plein Covid, été 2020, une gamme pour le visage, donc du skincare. Donc ça fait à peu près 1 an et demi maintenant, presque 2 ans, qu'on a lancé ça avec une routine hyper simplifiée, naturelle, inclusive, avec un produit, un bénéfice. Un produit, un bénéfice. J'aime bien ta promesse, ta mission, rendre le monde ordinaire extraordinaire. Ouais, tu vois, c'est nouveau, en vous fait, avez mis du temps. On a rebossé en 2019 un peu notre plateforme de marque. Ouais. On s'était vraiment, on avait beaucoup grandi avant et du coup, on s'est forcément un peu perdu. Et j'ai un peu retracé l'histoire de Merci Andy, ce qu'on a fait et la mienne aussi. Et je pense que moi, je viens d'une famille complètement ordinaire, banlieue parisienne, mère ingénieure, parents divorcés, mère ingénieure, papa médecin, super vie, mais très 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 ordinaire. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, en même temps de kiff, parce que c'est parfois bien le monde ordinaire. Et puis on s'est dit comment. Moi, je pense à ma sortie d'études. Voilà, j'ai eu envie de faire quelque chose de différent. J'étais hyper aspiré par des marques comme Innocent au UK, Ben & Jerry encore plus à l'époque, voilà, qui sont allés dans des marchés trustés par des énormes, qui ont évidemment changé le produit, mais qui ont ramené des codes qui juste n'existaient pas et donc ramené des choses qui étaient extraordinaires dans cet environnement-là. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire sur l'hygiène. Rendre le monde ordinaire extraordinaire. Bon, c'est très cool. Vous êtes, tu m'as dit 30, 35, c'est ça ? 30, ouais. Une trentaine, ouais. Dont combien aux US ? 3. 3 à New York. Ok. 3 à New York, aujourd'hui, c'est vraiment sales et marketing. C'est vraiment ça. Toutes les ops, tout le back-office, on le gère depuis Paris. Idem pour les créations de contenu. Même le SAV, on l'a pas mal automatisé. C'est vraiment l'aspect wholesale et activation locale qu'on essaye d'avoir localement. Et la production se fait où ? La production, elle se fait un peu partout. On bosse beaucoup en France. C'est à peu près 80% de nos achats. Et on fait encore un petit peu de Chine. Et du coup, pour les US, tu achemines depuis la France ou directement la France, depuis... Exactement, beaucoup depuis la France. Voilà, 2020, ça a été une année méga opérationnelle pour nous. Le but, c'était juste de trouver de la place dans des conteneurs. Je parlais même pas du prix. Ça a été hyper compliqué. Je pense à cette collab qu'on a fait avec, Netflix et Stranger Things, qui a été quand même une grosse opération pour nous. On avait des produits prêts en France. Ils ont mis 2 mois à trouver un bateau parce que le marché était saturé. Donc, ça a été un petit peu chaud, mais on s'en est sorti. Une autre anecdote aussi sur notre calendrier de l'Avent. Le principe, c'était un lancement sur notre site seulement. C'était des milliers d'unités. On avait tout vendu en précommande. Et le 26 novembre, on n'avait toujours pas on avait les 24 produits. Donc ça, c'était cool. Mais on n'avait pas de boîte. Donc, compliqué. Et calendrier de l'Avent, t'as pas envie de le recevoir le 4 décembre, tu vois, c'est un peu la loose. On avait déjà préparé une communication et tout, et en fait, on a reçu les boîtes donc le 25 novembre ou 26. On a tout conditionné et l'équipe est allée. On a fait un travail de dingue, conditionner tous ces produits-là. C'est énormément de manipulation, et je crois qu'il y a eu 10 calendriers de l'Avent qui ont été reçus le 2 décembre, donc ça va, c'était acceptable. Mais ça a été une année, et c'est toujours d'ailleurs, entre l'augmentation des prix et tout, d'un point de vue ops et supply chain, c'est quand même, quand tu fais du produit, c'est pas les meilleures périodes. On parle bien de l'année 2020, un gros enjeu Ops. Tu te retrouves en mars avec 3 millions de bons de commande sur la table. Il faut les produire, les livrer. Ouais, en mars 2020, nous, on n'avait rien vu. Enfin, comme beaucoup de personnes, tu vois, tu es là. C'est marrant, c'est à l'autre bout du monde. Ils exagèrent. De toute manière, tu vois, les Asiatiques et encore plus les Chinois, ils mettaient déjà des masques. Bon, voilà. Et puis, ça arrive ici en France. Nous, on commence à voir sur notre site e-commerce des visiteurs et du trafic, mais impressionnant. Tu vois, moi, j'ai été, je crois, le 12 mars ou 13 mars, j'étais en week-end chez un ami qui est très bon en acquisition, en l'occurrence, qui a une super boîte. Et je lui dis, attends, mais c'est marrant, regarde mon trafic.
Et il me dit, mais tu fais de la télé ou tu as des campagnes qui tournent? Je lui dis, bah non. Et en fait, on avait à certains moments 1200 visiteurs à la seconde qui arrivaient sur notre site. Et c'était où on commençait à parler de gel, qu'il fallait se mettre du gel, des produits avec de l'alcool sur les mains et compagnie. Notre site a planté. Il y a un moment, on a cumulé à peu près 8000 commandes non fulfill. Donc, logisticien compliqué. Évidemment, t'as qu'une crainte, c'était que le logisticien ferme. Donc, on a commencé à mettre des gants, des masques, à évidemment leur donner du gel, à éloigner. Enfin, ça a été une période assez excitante. 1200 visiteurs minutes, t'as dit, c'est ça? Ouais, exactement. T'es content d'être sur Shopify? Vous êtes encore sur Shopify? On est sur Shopify Plus en l'occurrence. On est comment le site plante? Écoute, il a pas forcément. Alors, c'était réparti sur 4 fronts, tu vois, Okay. parce qu'on a un site US, UK et France et Europe. Du coup, tout a tenu. On a quand même coupé le site à un moment, mais c'était plus d'un point de vue ops et supply chain, parce qu'en fait, on avait trop de retard. Donc, on a coupé le site et je voulais pas mettre mes produits out of stock. On a pas fait de marketing. On a mis juste un message en mode. Mais t'as fait quoi? T'as mis une landing? Ouais, on a mis un visuel. Désolé, on peut pas honorer vos commandes. En fait, on vendait pas des jeans, tu vois. Les gens voulaient leurs produits avec notre promesse qui est normalement en moins de 48 heures. Et on se sentait pas de les livrer dans 1 ou 2 semaines. On n'était plus sûr de nos stocks. Il y avait aussi le B2B qui s'excitait et s'affolait à côté. Donc, on commençait à avoir des doutes sur la capacité de livrer ces produits-là. Évidemment, c'était beaucoup de gel. Et donc, on a préféré ralentir le business et pouvoir servir nos clients. Je pense que ça a été honorable. Ok. Je t'ai pas demandé, d'ailleurs, on a parlé de 50 000 sujets, mais tes chiffres, tu les partages? Tu peux me donner des ordres de grandeur? En 2020, on a fait un peu plus de 7 millions d'euros de chiffres avec une très belle rentabilité. Et en 2021, on grandit. Et sur 2022, on va certainement dépasser les 10. Excellent. Félicitations. Quelle est la part des US? Les US, c'est à peu près 15% de ce chiffre-là, entre 15 et 20% de ce chiffre-là. Du coup, tu fais un premier voyage en 2019, un voyage initiatique. Tu m'as dit 6 mois pour aller explorer le terrain. Tu te poses à New York avec ton équipe. Raconte-moi comment tu développes et combien ça t'a coûté? Alors, $100,000, c'est tout. On a mis $100,000 sur un compte aux États-Unis. Donc moi, hors salaire. Hors salaire. Enfin, après, ça c'est autofinancé. En fait, je reprends depuis le départ. On a mis $100,000. Moi, j'y suis allé en mai 2019. Et pourquoi? L'Europe, c'est compliqué. Les langues différentes, des supply chains différents, des retailers locaux. Même quand tu fais du wholesale, c'est finalement, tu vois, à part Sephora et peut-être le groupe Douglas, c'est que des acteurs locaux. Donc, il faut que tu arrives à convaincre chacun de ces acteurs-là. C'est des réglementations différentes aussi. Donc, c'est un vrai sujet pour finalement des marchés. Bon, tu as la France, l'Allemagne, les UK qui sont très gros, mais qui sont après plus petits. Et nous, on avait une traction assez naturelle aux États-Unis, soit avec des gens qui achetaient nos produits sur le site avec $20 de frais de port, alors que le panier est à 30, tu vois. Donc, tu te dis, ouais, ils sont bizarres ou ils aiment vraiment nos produits. Et ensuite, on avait des demandes. Ça pouvait être des petits indépendants de Amazon aux US. Mais bon, ils contactent tout le monde. C'est pas ça qui est c'est pas ça qui fait le plus de sens. Mais on avait aussi des chaînes, tu vois, de beauté, de magasins qui nous contactaient. Il y a un moment, j'ai dit let's go, on y va. Mais par contre, j'y vais avec l'humilité la plus totale. Et ça, c'était un apprentissage que j'ai eu en rencontrant beaucoup d'entrepreneurs et de marques françaises là-bas. Ne pas arriver aux US en mode regardez, on est les plus forts en Europe, on a réussi à faire ça. Ils en ont. On est rien, voilà. On n'est pas grand chose. Non, on a beaucoup à apprendre. En fait. C'est complètement différent. Ce qu'ils vont regarder, c'est pourquoi tu fais sens ici et localement. Et donc moi, je me suis concentré là-dessus. Et en fait, je me suis retrouvé à New York, près de Flatiron, dans un coworking chez French Founder. Je me suis retrouvé seul sur un bureau. J'ai recruté un DG en France pour gérer la boîte pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là Mais il est toujours ou non, c'était un DG intérim, quoi. Intérim, ouais, okay. Exactement, pour vraiment gérer la boîte entre le moment où je partais aux États-Unis et on s'était donné une mission d'1 an à peu près
Voilà, évidemment, je pilotais avec lui la stratégie et compagnie, mais il gérait opérationnellement la boîte en Europe pour que moi, je me concentre à 100%, à 90% sur les États-Unis. Et je me suis retrouvé, en fait, comme au début de Merci Andy, et c'était extraordinaire, sur un petit bureau. Et je m'en souviens du premier magasin à Paris qu'on a ouvert, c'était un petit concept store le long du canal Saint-Martin qui s'appelle Babel. Et je me souviens du premier concept store aux États-Unis, ou du premier revendeur qui nous a vendu aux États-Unis. C'est C.E. Bigelow sur la 5e à West Village, qui est une pharmacie / concept store beauté hyper réputée. Et on est toujours vendu chez eux et ça marche super bien. Tu t'installes dans ton cowork chez French Bureau, 6 mois. Exactement. Ensuite, donc ça c'est 2019. 2019. Tu reviens en France. On fait $250,000 en 4 mois, donc bon démarrage en 2019 parce qu'on signe. Alors pas que via le concept store. Non. Non, j'ai bien travaillé. Ouais. j'ai ouvert un peu en D2C, donc sur notre site en propre, avec des partenaires. Des revendeurs qui nous ont aidés. On a eu Ipsy, un e-shop dans la beauté qui a cartonné. On a eu Urban Outfitter avec qui on a commencé à travailler aussi. Et en 2020, je sais pas à quoi on peut le comparer en France sur Urban Outfitters, mais c'est un Citadium, tu vois, un marque, ouais, même pas, non, un peu. C'est plus cool que le Citadium. C'est plus cool, ouais. En fait, on a bossé avec tout leur groupe. Ils ont 3 marques. Et donc voilà. Et 2020, on est passé de 250 000 à plus de 1,5 million de chiffres. Évidemment porté par le Covid, mais pas que. On est rentré dans une des plus grosses chaînes de beauté aux États-Unis qui s'appelle Ulta, qui est un peu le concurrent de Sephora aux États-Unis, qui est le concurrent de Sephora aux États-Unis. Voilà, mais avec 0 salarié. Enfin, on a recruté notre premier salarié américain en août 2020, parce qu'il y a eu tout ça, mais il se passait aussi en Europe, voilà, avec les problématiques. On avait. Mais du coup, tu l'as recruté à distance. On pouvait pas. Ouais, j'ai recruté pas voyager pendant un an et demi. C'était quelqu'un que je connaissais en l'occurrence. Un Américain. C'était un Américain que je connaissais, que j'avais rencontré en 2019 quand j'étais sur place, qui bossait dans la beauté et que je connaissais. Quelques conseils sur le recrutement. Pourquoi un Américain et pas un Français? Pourquoi ça, c'est les clichés de ce que tu entends, mais moi, je vais les continuer. En fait, je voulais quelqu'un de local pour vraiment fitter avec la culture américaine. Je pense qu'on a quand même beaucoup de marketing chez Merci Andy et le marketing produit en fait partie. Et je voulais être sûr qu'on ait les bons codes et qu'il y ait une bonne traduction de Merci Andy. Et je pense que d'ailleurs, faut pas dire traduction, une bonne adaptation. Une bonne adaptation, c'est sûr, une bonne adaptation, exactement. Le sujet, ça a été, en fait, c'est au-delà du français américain, c'était j'avais besoin d'un entrepreneur. Tu vois, ça veut pas dire que tu passes de 0 à 1,5 million de dollars de sales en gros 12 mois que il faut que tu prennes un gestionnaire. On en était encore aux prémices. Donc, et en fait, Carlos correspondait à ça, à ce volet entrepreneurial de l'aventure Merci Andy. Ça coûte cher un employé américain? Ouais, ça coûte cher, ouais. Alors, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais en fait, ça coûte cher upfront, ça coûte moins cher en charge. Le salaire que tu lui payes est évidemment plus cher qu'un salaire français. C'était le plus gros salaire de la boîte et je l'assume complètement. Et voilà, if you paid peanuts, you get monkeys. C'est un peu aux États-Unis, c'est vrai. Ça coûte cher. Donc, tu veux qu'il délivre énormément, t'es hyper exigeant. Le board a été aussi hyper exigeant sur lui. La difficulté, je pense, elle est plus sur les salaires médians, ceux qui sont entre $45 000 à $90 000. C'est là où, en fait, en France, tu as vraiment une différence de niveau entre les gens qui sont à 40 ou 45 000 et les gens qui sont à 70, 80. Tu vois, ça se justifie. Et aux US, en fait, tu te rends compte qu'à profil équivalent, tu peux avoir des gens qui te demandent 90 et des gens qui vont te proposer 60. Et moi, ça m'a beaucoup dérangé. Ça m'a perdu. J'ai eu du mal à recruter. Sans arriver à faire une différence. En tout cas, tu peux pas faire une différence. Ils se vendent très bien. C'est le cliché de l'américain qui se vend très bien. Alors les salaires que là tu me donnes, ils me paraissent bas par rapport à ce que moi mes recherches. Enfin tu vois, oui, Carlos il était bien plus que ça. Après tu peux trouver aujourd'hui à quelqu'un à New York qui fait du marketing opérationnel à 60-70 000 $, c'est possible. Quel âge?
Jeune, 25, 27 ans. Ouais. Parce que nous, on regardait... j'ai commencé à creuser. On réfléchit à l'international, j'en ai déjà parlé, je crois, mais et New York, moi je suis amoureux, hein, j'y ai passé 6-7 ans de ma vie, j'y retournerai volontiers, mais et on regardait, et pour un mec qui a du réseau, qui a 35, 40 ans, tu vas payer 400K, quoi. Ouais, non, on payait pas 400K Carlos, mais c'était un très gros salaire. Ouais. C'était, tu vois, il a 32 ans, il a fait 8 ans dans la beauté aux US avant, donc c'est sûr que tu le payes, quoi, tu vois. Mais donc, pardon, à la rigueur, le niveau de salaire, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est l'invest. Toi, tu as réussi à l'autofinancer, enfin le financer par la croissance. On a mis $100 000 en compte courant, tu vois, entre notre filiale France et aux US. Et alors, après, ce qui sert aussi, je pense qu'il faut le dire, mais tu peux peut-être le dire mieux que moi, ce qui sert aussi pour les visas. Oui, moi j'ai eu un visa E2 assez facilement, mais de toute manière pour avoir ce visa il faut mettre de l'argent sur un compte. Mais moi, alors avec le Covid ça a changé, mais moi j'ai eu mon visa sous Trump et compagnie. Je veux dire le mythe du visa, moi je l'ai pas du tout vécu. Moi c'était un super moment, j'ai fait mon dossier. De toute façon j'avais mon BP, je suis allé, tu vois, je l'ai eu du premier coup. J'ai eu le visa 5 ans plus long, voilà. Alors que on vient pas changer sous Trump, ouais. Okay. Alors qu'on vient pas changer l'économie américaine de tu vois, des marques comme nous, il en existe aux États-Unis et certainement, mais j'ai pas eu des difficultés à avoir mon visa. Carlos est américain, et après on a eu que des Américains. On a fait une demande a posteriori pour quelqu'un en France, mais son rendez-vous a toujours été décalé. Est-ce que, donc ça fait à peu près 2 ans, c'est ça, 2 ans et demi avec ton premier séjour qui était en 2019, des apprentissages, des insights, qu'est-ce que tu as fait de bien et tu le sais, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Portefeuille produit, je pense que tu te rends compte que par exemple nos best-sellers aux US sont absolument pas les mêmes qu'en France et ça nous a posé des problèmes de stock, ça veut dire qu'aujourd'hui on est sous-stocké sur nos produits qui performent, on est en rupture. Donc, nos meilleurs produits aux US, c'est notre crème pour les mains et notre sérum pour le visage. C'est absolument pas nos best-sellers en France. Qui sont le gel en France et par exemple notre stick nettoyant pour le visage qui est aussi une super ref. Et je pense qu'il y a une problématique de prix à ça. Notre sérum, il est à $25, il est à $27. En France, il est à 25 €. Il est positionné relativement cher. Et aux US, on a une autre image. Donc, le prix n'a pas été une contrainte. Mais du coup, on se retrouve en surstock sur certaines refs parce que nous, quand on fait nos forecasts, on sait beaucoup et nos productions pour le marché américain, on s'est projeté sur ce qu'on faisait en Europe, un peu plus au UK, mais beaucoup en Europe. Et en fait, c'est là où on s'est gouré. Typiquement, là, en ce moment, j'ai un client qui s'appelle Ross, qui m'a fait des forecasts sur les déodorants. Je pense qu'on ne peut même pas livrer les 3 premières semaines de ces forecasts. Tu vois. C'est génial, hein, c'est des centaines de milliers de dollars de chiffre d'affaires. Je suis super content que sur des refs. Donc, je vais produire, mais là, je vais lui annoncer que je vais pouvoir délivrer que dans 5 mois. J'espère qu'il ne va pas écouter ce podcast et qu'il ne parle pas français parce que sinon... Mais tu vois, voilà, parce que... Puis dans 5 mois, l'été sera passé. On sera en plein été, les déos seront nécessaires. Ça marche beaucoup. Le déodorant, c'est un gros marché aux États-Unis et c'est génial. Tu vois, pour nous, c'est génial d'avoir des contrats comme ça sur le long terme avec des forecasts. L'équipe produit et hop, ça les aide beaucoup. Ça les aide beaucoup. Donc, tu aurais pu faire mieux sur ce forecast, c'est ça? J'aurais pu faire mieux sur ce forecast, ça c'est le premier point. Le deuxième, ça a été, tu gères à distance. Moi, je suis retourné aux États-Unis en août 2021. Ça a réouvert en fait. Non, ça a réouvert en octobre. Comment t'as fait? J'ai passé 14 jours en République dominicaine. Oui, c'est vrai que merci le Club Med qui m'a proposé d'y participer. J'en ai profité pour faire des vacances, mais en fait, il fallait passer 14 jours en dehors de l'espace Schengen. Non-sens, même au Mexique, tu pouvais aller faire la teuf au Mexique, c'est ça. Mais si tu restais chez toi à Paris, tu avais plus de chances d'avoir le Covid que d'aller faire la teuf. Mais bon, aucun sens. Mais non, mais ça a été difficile de gérer à distance. Je pense qu'une des erreurs qu'on a fait, c'était que culturellement, notre équipe US est différente culturellement de nos équipes françaises. Et je pense que la distance y a forcément contribué.
dans la manière de se parler. Carlos, c'est quelqu'un de très direct et ça, américain. Ouais, mais nous, tu vois, mais pas forcément sur les plus jeunes, ça a pu créer de la frustration dans les échanges. Je sais que, par exemple, on a eu énormément de sujets, les équipes ont eu des difficultés sur les créas de nos pubs aux États-Unis, où Carlos venait en plus d'une marque qui était très, très e-commerce. Et ouais, parfois, il faisait des retours aux équipes créa et ça a pu créer de la tension, tu vois. Et je pense que ça, avec plus de rencontres en physique, des moments un peu off, on aurait évité ces choses-là, qui est uniquement de la communication par visio et beaucoup d'écrits aussi. Ouais, et puis eux aussi, tu vois, forcément, l'équipe parle anglais à 99%, mais tu mets pas la petite blague ou le ton d'humour, c'est plus difficile de faire passer un message difficile. Enfin voilà, ça a créé un peu de tension parfois. Ouais, et ça malheureusement, on n'aurait pas pu faire autrement. Enfin, ouais, il y a de la distance et les frontières étaient fermées. Ouais. Enfin, t'as dit un truc qui m'intéresse. T'as dit notre positionnement ou notre image est différente aux US. C'est volontaire ou c'est de facto ? Non, c'est pas volontaire. Je pense que c'est de facto. Moi, je suis plutôt. J'ai pas envie de changer ma marque pour les US. On a présenté Merci Andy comme il était. Et tu vois, un exemple, on marche très bien chez Sephora. On bosse très bien avec Jennifer. On a une cible qui est très jeune aux États-Unis aussi. Mais par exemple, on marche dans des endroits où en Europe, on vit bien, mais c'est pas non plus la folie. Exemple, Nordstrom. Nordstrom, c'est l'équivalent d'un printemps. On cartonne. On fait des super performances. On est une des meilleures marques indépendantes chez Nordstrom. On a des super plans avec eux. Merci Andy, au printemps ou aux Galeries Lafayette, on y est. On est à la Samaritaine aussi. C'est bien, mais on n'a pas des performances qui sont exceptionnelles. On est content, on y est depuis 4 ans, mais il y a des marques qui performent mieux que nous, et je le dis sans aucun problème. Et je pense que on est peut-être moins diffusé aux États-Unis, donc il y a cet aspect un peu plus exclusivité, rareté, et voilà, et le mix produit, il est différent, et l'exemple du sérum, qui est notre produit le plus cher de la gamme, c'est celui qu'on vend le plus aux États-Unis, donc c'est intéressant. Parce qu'on n'a pas cette histoire, on n'a pas cette histoire de... Tu vois, nous, on a été monoproduit pendant presque 3 ans et demi avec un produit qui coûtait 3 €, TTC, notre gel. Et donc, quand on a amené des produits à 25 €, à 20 €, à 15 €, c'était plutôt pas une premiumisation, mais tu tirais ton portefeuille vers des produits plus chers. Nous, aux États-Unis, on n'est pas arrivé comme ça. On est arrivé avec une gamme. Donc, l'histoire, elle est complètement différente et ce que tu racontes est différent. On a parlé humain, on a parlé invest, on a parlé produits et gamme. Ce dont on avait beaucoup parlé en avril 2020, et là où tu es vraiment très fort, tu es un exemple pour nous. Pardon, la vérité, si je me permets. C'est sur le social media. Ouais. Comment est-ce que tu as géré ça ? Je vois que tu as un compte US pour Insta, pour TikTok, pardon. TikTok, ouais, tu as bien regardé. Écoute, en fait, on prend un peu l'objet de chacun de nos réseaux. Pourquoi on est sur ce réseau et est-ce que ça vaut le coup de le dédoubler ou pas ? Insta, on considère que non, c'est hyper visuel. On arrive à traduire ce qu'on a envie de traduire. On fait que du français-anglais. Et voilà, TikTok, en fait, on a commencé à réfléchir et on s'est dit, aux US, ça ne marchera pas notre TikTok France. C'est trop localisé, le contenu est trop localisé, il y a des trends qui sont locales, donc c'est là où on a décidé de dédoubler. Et en fait, quand tu regardes un peu notre TikTok US versus notre TikTok France, il y a des contenus qui matchent et qu'on diffuse sur les deux. Et il y a des contenus où on parle en français qui sont uniquement sur le français. Et il y a des contenus où c'est que US, qu'on met que sur le US. Aujourd'hui, les deux réseaux sociaux, c'est à peu près 1 million de personnes. C'est entre 7 et 10 millions d'impressions par mois. Les deux réseaux sociaux, pardon, Insta plus, et TikTok, enfin nos deux comptes TikTok. Alors TikTok, t'as explosé, t'es à 450 000 followers sur le français. Ouais, et presque 50 000, je pense, sur l'américain. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on booste rien, tu vois. C'est vraiment que de l'organique. C'est beaucoup de temps, c'est de la créativité de l'équipe, c'est
la compréhension des réseaux, le test des nouvelles features. Et ça, moi, il faut pas avoir peur par exemple, là, TikTok, on est en fin mars 2022. TikTok vient d'annoncer qu'ils font des stories. Il faut tout de suite le tester parce qu'ils vont avoir envie de pousser cette feature. Donc, vous allez monter très vite, à mon sens, si vous utilisez bien cette fonctionnalité-là. Et petite annonce, on va ouvrir un média sur TikTok pour les jeunes qui va s'appeler le Rainbow Studio, 100% TikTok. Donc on est en train de faire nos pilotes et nos premiers essais avec comme volonté de rassembler notre communauté et évidemment une nouvelle autour de thématiques, jeux, et l'idée éditoriale évidemment assez fun et en même temps qui instruit. C'est génial, tu sais que nous, notre fer de lance depuis 6 ans chez Cosa Nostra, c'est de transformer les marques en médias. Ouais, parce que c'est une évidence pour nous depuis longtemps. C'est quoi la marque qui a réussi à faire ça pour toi? Red Bull. Ouais, j'avais ça en tête sur le... Ouais, non, mais c'est dingue. Oakley à une époque. Oakley faisait super bien, puis a disparu. Je pense que c'est le directeur marketing, mais Red Bull évidemment. Red Bull d'ailleurs. Tu penses plus à ces boissons aujourd'hui à Red Bull, tu penses à un vélo qui fait un salto arrière en plein milieu d'une montagne avant de sauter en parachute, quoi. J'ai regardé le dernier épisode de Formula One hier. Assez incroyable. Non, mais ouais, c'est clair. Mais bon, on n'a pas les moyens de Red Bull, mais en tout cas, on a envie de pousser des choses et on assume le côté TikTok only, donc c'est pensé vraiment pour ça, évidemment sur la verticalité, la vidéo, le montage, le dynamisme et tout, on veut vraiment se concentrer là-dessus. Donc tu lances un média, ça s'appellera le Rainbow Studio. Le Rainbow Studio, il y a le Rainbow Room je crois à New York, ce restaurant il y a le Rainbow Room du Rockefeller. Ouais, ça s'appelle le Rainbow Studio, on a fait notre vraiment c'est pas live Non, pas encore. D'ici je pense un mois et demi. Alors chers auditeurs, on enregistre, on est le 25 mars, mais chères auditrices, non, ça sortira avant, ça sort fin mars, début avril cet épisode. Donc encore quelques semaines d'attente avant de découvrir le Rainbow Studio et pas Room. Top. Tout ça, il faut le financer. Donc une belle croissance de CA. Tu m'as dit une année 2020 rentable. Vous avez levé des fonds? On a levé des fonds. L'histoire du financement de Merci Andy, il est assez simple. 5 000 € mois, 5 000 € Roland au début, donc vraiment pas beaucoup, pour faire nos premiers tests produits, nos premières ventes. Très rapidement, on a fait du chiffre, on a eu de la chance. 10 000 € pour lancer. C'est impossible aujourd'hui. Non, mais à l'époque, c'était possible, je pense, mais aujourd'hui, c'est plus possible. On verra là-dessus. Tu peux plus lancer une marque consumer avec 10 000 €, ou alors il faut avoir des compétences extraordinaires et y passer beaucoup de temps, mais effectivement. En fait, on a vite loqué en fait, ce qui te permet de faire ça, c'est qu'on a fait du B2B assez rapidement. On a réussi à dealer, je m'en souviens, il y avait une chaîne de sushi, Roland Garros, par exemple, avec qui on avait fait du gel pour Roland Garros à un moment spécifique. Et ces deals B2B permettent quand même de financer ta croissance. C'est du gros panier moyen. Exactement. Du gros panier d'achat. Ouais, c'est un one-shot. En fait, tu produis uniquement si tu as le deal. Tu vois, donc tu n'as pas de frais. Tu as une presse à faire et il faut que tu mettes une supply chain en face. Et ça nous a quand même, tu vois, on avait généré 100 000 € les 6 premiers mois avec, je sais plus, je pense qu'on faisait 30 ou 40% de marge dessus. Donc, tu gagnes 30 000, 40 000 balles et c'est avec ça que tu fais ton site internet, tes premières prods, que tu peux te prendre tes premiers stagiaires qui t'aident à exécuter ce dont tu as envie et compagnie. Donc ça, 5 000 €. Mais ce chiffre d'affaires, non seulement il nous a permis de générer de la croissance, mais aussi d'aller chercher de la dette. Et donc, du coup, on a fait de la dette, on a fait un premier emprunt d'ailleurs qu'on a fini de rembourser. Je pense pendant le Covid, on a fini de rembourser un emprunt. Je pense qu'on était les seuls à avoir fait ça. Félicitations. Ouais, franchement, je suis fier. Fin d'amortissement, c'était 150 000 € au Crédit Mutuel Gare de l'Est. C'était ma banque quand j'étais étudiant. Et on avait pris 150 000 € là-bas et on a fini de le rembourser. J'étais hyper ému de rembourser un emprunt. Depuis, on a souscrit d'autres. Mais voilà. Et ensuite, toujours au Crédit Mutuel? Non. Je suis assez chauvin, Crédit Mutuel, c'est alsacien. C'est ma banque, moi perso, depuis toujours. Les comptes sont peut-être encore actifs, mais non, il n'y a plus beaucoup de flux. Donc, 5 000 € chacun, donc 10 000 pour lancer. Ouais, 10 000 de la dette. De la dette. Ensuite, on a très vite compris que le BFR était un énorme enjeu et on a fait un super deal avec un facteur.
Et en l'occurrence, c'est la BNP. BNP Paribas Factor, qui est un peu une entité indépendante de la BNP. Factor. En fait, c'est que alors, en B2B, en e-commerce, tu n'as pas ce problème. Le mec te paye ta commande avant que tu lui donnes tes produits. Mais dans le B2B, non seulement tu payes tes produits avant, tu les livres, mais tu es payé après. Donc, si tu veux, le délai, le moment, nous, où on paye nos fournisseurs, ou une partie de nos fournisseurs, et qu'on vend les produits, et qu'on touche l'argent, il peut se passer best case scénario, mais donc dans le meilleur des cas, pardon, il faut que j'arrête avec mes mots en anglais, 3 mois. C'est assumé sur le panier. 3 mois, et dans le moins bon des cas, parce que les délais de production sont longs, il peut aller jusqu'à 6-7 mois, tu vois. Donc ce BFR, il faut le financer. Et nous, on factorise, ça veut dire que quand on va livrer une commande à Monoprix, à Sephora, à Nocibé ou à Boots en Angleterre, on vient livrer la palette, on est payé tout de suite par la BNP. Oui, c'est de la facturation. La facturation, exactement. C'est de la facturation. Et la BNP, et ensuite, Sephora va payer à 30, 60 en fonction des termes que vous avez négociés. Et ça nous a beaucoup aidé. C'est une forme de dette. C'est une forme de... En fait, c'est une dette, mais elle est très peu risquée parce que quand tu décides de mettre un client dans ton affacturage, donc dans ton compte factor, la banque, elle fait un check et tu vois, on est en train de parler de LVMH, du groupe Casino, du groupe... Sephora appartient à LVMH. Ouais, Sephora appartient à LVMH, groupe Monoprix, le groupe Casino. La banque sait qu'ils vont payer. Exactement. Peut-être mal, peut-être tard, mais ils vont payer a priori. Et encore, ça fait plusieurs années qu'on bosse avec eux et et en plus, ils s'occupent des recouvrements. Donc, tu as une charge mentale aussi qui est allégée. Mais du coup, à ce moment de l'histoire, donc 5 000 euros chacun, donc 10 000, plus une première dette, 150 000, plus de la facturage. On a une boîte rentable qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et tu n'as pas encore cédé de capital? Non, 1,2 million, 1,3 million de chiffre d'affaires. On est rentable. On se payait très très peu, voire pas du tout. Donc ça compte aussi dans la balance. On avait certainement 2 ou 3 salariés. Donc voilà. Et là, on se dit, on a 2 choix. Soit on continue comme ça, soit on va lever. L'écosystème n'était pas comme aujourd'hui. On parle c'était il y a quand même presque. On était la levée, c'est 2018. Donc tu vois, l'écosystème était un petit peu différent. Et du coup, on rencontre plusieurs fonds qui nous avaient contactés. Et c'était la prémisse des fonds consumer en France. Là, tu vois, les vrais fonds consumer, donc qui font du produit dans la beauté, vraiment assez tôt dans l'histoire des marques aux États-Unis. Je pense que c'est le début des années 2005-2010, alors qu'en France, c'est arrivé plutôt 2015, entre 2015 et justement 2017-2018. Et aujourd'hui, des fonds consumer, il y en a un paquet aux US et en France. Et nous, on a été séduits par l'approche d'Utopia, qui s'appelait avant Otium, mais qui s'est rebrandé Utopia, en tout cas la partie produit, justement par le fait qu'ils fassent que du produit, mais surtout l'impact, les valeurs qu'ils proposent et les marques dans lesquelles ils investissent. Il y a un autre fonds qu'on avait rencontré qui était très cool, qui est le fonds de Bernard Arnault, ouais. Dont le nom m'échappe. Alvae. Ça me reviendra. Je vais investi chez Jaffi. Ouais. Elaï. On le retrouvera dans 2 secondes. Il y en a plusieurs des fonds. Il y a Luxury Venture, LVMH, il y en a plusieurs. Et puis le fonds de Frédéric Bius. Exactement. Donc premier tour, 3 millions d'euros pour faire ce qu'on a fait en France à l'international. Là, on est en 2018-2019, ouais, non, plus 2018. Début 2018. Ouais, clairement. Pour aller faire... Aglaé Venture, qui est aussi un super fonds consumer. Cet argent pour aller faire ce qu'on a fait vraiment avec une empreinte internationale, investir aussi dans le portefeuille produit, parce qu'à l'époque, on n'était pas uniquement gel, mais presque. C'était grosse majorité de gel. Donc, aller développer le portefeuille, recruter des équipes. Et de ça, on est passé une boîte qui fait de 1 million à une boîte qui en fait plusieurs millions. Et avec beaucoup d'échecs. Je pense qu'on s'est trompé sur certains marchés aussi. On a dépensé beaucoup d'argent en Allemagne. Qui a été un marché hyper difficile pour les marques françaises. Parce que... Raconte-moi.
On en parle souvent ici. De l'Allemagne. Alors, on en parle souvent. Tu connais un petit peu l'Allemagne. Non, mais j'ai eu plusieurs invités qui m'ont dit que c'était en gros plus facile d'aller faire l'Italie, l'Espagne, qu'il y a une proximité de valeur, que c'était plus facile d'accès, et qui ont eu du mal en Allemagne. Je crois qu'en revanche, Cabaya, je veux pas de bêtises, cartonne en Allemagne. Ouais. Emilien Foiré, super épisode, super catch-up que je vous recommande. Mais c'était pas évident. Écoute, pour nous, l'Allemagne, ça a été difficile parce qu'on s'est pris des grosses claques. En e-commerce, ça n'a jamais forcément pris, mais je pense que sur la logistique, on n'était vraiment pas bon. On n'arrivait pas à livrer, on n'avait pas d'entrepôt local, ça coûtait cher et on n'a jamais accéléré sur ce sujet-là. Et sur la partie wholesale, en fait, on a fait... On est rentré chez un client qui s'appelle DM, qui est une sorte de drugstore où vont les jeunes, beaucoup. C'est énorme, hein, ils ont 1500 magasins. Oh là là. Et en fait, ça a été difficile pour nous parce qu'ils nous ont fait une commande de 700 000 euros. On n'a jamais reçu ça. On n'a jamais reçu ça. À ce moment-là, c'est 10% de ton CA ou même plus. C'est plus. Et en fait, ma plus grosse erreur, ça a été de l'avoir accepté. J'aurais dû jamais accepter, en tout cas en partie. Je m'explique. Ils commandent 700 000 euros de produits. Nous, on est tout contents. Et c'est là la logique du wholesale et des gens qui font du retail. C'est sell-in, sell-out. En fait, le chiffre d'affaires qui compte, c'est pas celui qu'on fait en vendant aux revendeurs. C'est vraiment celui qui va faire en sortie de caisse. Donc nous, on reçoit le sell-in, c'est ce que tu vends au revendeur. Exactement. Et le sell-out, c'est ce que le revendeur revend au client final. Au client final. Et c'est celui-ci sur lequel il faut se concentrer. Et c'est celui-ci sur lequel il faut montrer de la croissance. Il faut que en janvier 2020, faut qu'en janvier 2020, on vende plus qu'en janvier 2019. Alors, typiquement, quand il te commande 700K, c'est 700K de sell-in. C'est 700K de sell-in. Que lui va faire 1 x 2 x 3 x 4, j'en sais rien. Voilà, en fonction du taux de marge que tu lui offres. Exactement. Ouais. Mais en fait, l'erreur qu'on a faite en acceptant, c'est que c'était énorme et c'était sur 2 SKU. Tu vois, c'était sur 2 SKU. De modèles. De produits. Donc, c'est pas beaucoup, tu vois. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire, enfin, on l'a fait, on a livré, on a produit, on s'est mis dans le rouge sur le cash, t'imagines, avec nos fournisseurs. On lui a dit, attends, on a une commande, on va être payé, aide-nous sur les délais de paiement. Il l'a fait, ils nous ont suivis. On a mis 6 mois, 7 mois à tout vendre, ok, en sell-out. Donc, ça veut dire qu'on a livré les 700 000 euros de produits, ils ont fait leur coef, on va simplifier x2, donc ça fait 1,4 million de sell-out. On a fait 1,4 million de sell-out chez DM en 7 mois. Et quand tu vas voir l'acheteuse et tu lui dis, bah, maintenant, il n'y a plus de produits en magasin, elle te dit, ah bah nous, ça n'a pas suffisamment bien marché. Et on lui dit, mais attends, mais on a fait 1,4 million en prenant 7 cm d'espace, 7 cm d'espace dans le magasin. Ouais. Mais elle te répond que... Et en fait, l'erreur qu'on aurait dû faire, c'est mieux de faire 50 000 euros, 100 000 euros, 120 000 euros, 200 000 euros. Tu vas arriver à 700. Enfin, vous avez compris le raisonnement. Plutôt que... Et surtout de montrer de la croissance à ton acheteuse, au chef de rayon, à la personne à l'entrepôt, à celle qui passe les commandes, qu'il y a des commandes plus régulièrement et que tu grimpes et que tu montes. Et c'est là où tu vas pouvoir lui dire, mais attends, on marche mieux, on grandit mieux, prends d'autres références, plutôt qu'une grosse commande, des produits qui vont rester en rayon. Et c'est énorme. Nos performances commerciales, elles étaient hyper bonnes. C'est juste que je pense qu'on a voulu prendre le cash tout de suite, alors qu'on aurait dû, enfin le cash, la commande, alors qu'on aurait vraiment dû la lisser dans le temps comme ça. Et j'ai pas refait ces erreurs aux États-Unis. Hyper intéressant. Donc, où j'ai eu exactement le même scénario. Avec Ulta, aux États-Unis, quand ils m'ont appelé, Ulta, en mai 2020, ils m'ont dit, je veux toute la gamme dans 800 magasins sur 3 étagères. Je pense que si je réunis tout l'argent qu'on a chez Merci Andy, on n'était même pas capable de produire ce que ça représentait en volume de produits. Mais ça aurait été une erreur énorme. Parce que ton acheteur, il a une exigence énorme sur la performance derrière. Il est un all-in sur toi. Et nous, on n'était pas prêts. Nous, on a dit, bah non, on n'est pas capable. De toute manière, on n'aurait pas été capable, je parle même pas du cash, mais d'un point de vue supply chain et tout. Tu peux fake it aussi. Fake it until you make it. On peut le faire parfois, souvent. Ou en tout cas dire que tu es capable, aller voir ta banque et d'autres fournisseurs. C'est juste... Non, mais d'un point de vue supply chain, c'était chaud. En 2020, faire ça, enfin, ça aurait mis 9 mois sur la production, livrée. Tu sais, il y a eu... Nous, l'alcool, c'était une denrée rare en 2020. C'était compliqué d'en avoir, les packs aussi et tout. Donc...
On a dit, en fait, on préfère commencer en ligne, un petit peu de produits près des caisses. Et on a commencé comme ça, on a montré de la croissance comme ça, et c'est comme ça qu'on a fait grandir le compte. Et pour moi, c'est ça le métier de compte clé, d'account manager, et c'est justement de travailler pas sur le one shot et le long terme pour 2 raisons. C'est que quand on a perdu DM, l'année d'après, dans ton budget, tu te dis, attends, faut que j'aille générer de la croissance. Ouais, ton 1,4 million, enfin ton 700. Voilà, comment je vais faire mon 700 que j'ai plus l'année dernière? Et pour la petite histoire, c'est le seul client chez qui on a fait du business et chez qui on n'est plus aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autres. Mais Ulta, aux US, a accepté cette approche? Ils m'ont dit... ils n'ont pas le choix? Ouais, enfin, ils m'ont dit, c'est bizarre, le petit Français, il arrive aux États-Unis, en fait, il n'a pas de balls, quoi. Il ne les met pas sur sa table et tout. Et je leur ai expliqué, moi, je préfère faire les choses comme ça, je veux me concentrer sur le sell-out. On n'est pas à l'aise sur notre supply chain. J'avais un entrepôt, mais qui n'était pas capable de délivrer 800 magasins, tu vois. Mais ils l'ont entendu, ça. Ils l'ont entendu, mais je pense qu'ils auraient préféré être face à une marque américaine qui aurait levé, on lève 15 millions de dollars, on recrute 20 commerciaux pour gérer le lancement, et voilà. Clairement, ils auraient préféré ça. Ce que font les marques américaines. Mais les marques américaines, elles présentent leur marque au retailer, elles signent un contrat d'exclusivité, par exemple avec Sephora, Ulta, Target. C'est tellement gros en chiffres, tu peux très vite générer entre 3 à 10 millions de dollars de chiffres, et derrière, ils vont voir des VC. Ils leur disent, regardez, j'ai un contrat, c'est now or never, la boîte, elle va exploser, boum, tu lèves de l'argent, ils mettent all-in. Et souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils recrutent des acheteuses ou des marketeuses de ces chaînes-là. Par exemple, là, la marque de GLO, de Jennifer Lopez, ils ont loqué un contrat avec... Alors, il y a Jennifer Lopez derrière en plus, mais ils ont contracté un contrat de distribution avec Sephora. Ils ont pris... JM, une des directrices marketing du make-up de chez Sephora aux US, tu vois. Comme ça, c'est encore plus facile pour eux. Mais trop smart comme approche, j'adore. Et ils lèvent beaucoup d'argent hyper rapidement, tu vois. Donc, tu n'as pas reproduit l'erreur que tu avais faite en Allemagne avec DM, tu es toujours chez Ulta et tu montes. Et on monte, on ouvre des nouveaux comptes, okay. Et le D2C, moi, pour le moment, j'appuie pas sur le bouton, je fais que de l'organique et je fais une quinzaine de commandes par jour, mais organiquement, et c'est pas beaucoup. Mais... Attends, une quinzaine de commandes par jour ouais, US? Organiquement, ouais. Je mets zéro ad, zéro spend. Tout le reste est en retail ou wholesale? Ouais, tout le reste, alors, on en a plus parfois sur certains moments, on fait un tout petit peu de CRM, mais je fais zéro pub aux US. C'est ma strat aujourd'hui parce que ça coûte trop cher et quand je veux y aller sérieusement, mais là, je me concentre vraiment sur le wholesale et des pure players. On était sur les levées de fonds. Ouais. Donc cette levée de 3 millions qui te permet d'internationaliser, tu es dans une dynamique où tu pourrais faire un tour ensuite. Tu as essayé, tu l'as fait. C'est le moment de sortir les mouchoirs. Non, écoute, full transparence. Janvier 2021, nous on sort d'une année incroyable, plus de 100% de croissance, rentable. On fait un super mois de janvier 2021 et moi je vais être papa aussi à ce moment-là. Donc je me dis c'est un moment dans ma vie intéressant. Mon premier enfant, ma petite Ella, que j'aime. Et le tatouage que je regardais sur ton bras. Exactement. Et et je me dis en fait là j'ai 2 choix dans ma vie. Soit je continue comme ça, à faire de la croissance, soit je passe l'étape d'après, je décide de passer l'étape d'après. Donc ça veut dire d'une boîte qui peut faire 10, 15, 20 millions à une boîte qui va aller en faire 100. On construit un deck pour ça entre janvier et mars 2021. Et c'est pas un deck bullshit, hein. On s'est pas mis dans une salle à tirer des lignes sur un Excel. J'ai pris toute l'équipe, nos retailers. On a pris notre équipe produit, nos commerciaux, tout le monde, et on s'est dit voilà, si aujourd'hui si je te donne les moyens, où est-ce que tu peux aller, quoi. T'as tout compris. On a construit un plan comme ça, ça a super bien, enfin ça a été méga efficace. On a eu un besoin de financement. On est allé voir le marché, on a eu plusieurs term sheets. Surtout que jusqu'à présent, tu présentes beaucoup de croissance, de l'autofinancement ou de la dette sur les premières années, donc ça plaît, ça veut dire que tu essaies de sortir les doigts. Un fonds qui est là, qui est présent, mais qui n'est pas ultra exposé aussi, donc Utopia. Donc le scénario, il est parfait. Il y a 2 choses qui ont... Et le marché répond. Et le marché répond parce qu'on a beaucoup de drapeaux verts, de green flag, tu vois, on parle aux jeunes, on est sur des catégories de produits qui sont quand même dans l'ère du Covid et post-Covid intéressants. On est en train de parler d'hygiène. Tu vois, le make-up en 2021 et 2020, on avait peur de ça parce que
t'étais plutôt dans une ère du nettoyage et de prendre de soin de soi plutôt que de te faire belle pour sortir. Alors, ça peut changer, attention, hein, mais et je veux pas faire non plus de gros clichés de marché, mais en tout cas, c'est comme ça que le marché était. Et maintenant, il y a deux choses qui s'est passées. Un, nous, le confinement de 2021, donc celui entre mars et mai-juin 2021, il a été beaucoup plus difficile pour nous, pour deux raisons. La première, c'est que, en fait, ça a été un peu tu vois, ce qui a décidé de mettre les gouvernements européens, c'est en fait en 2020, c'était soit tu faisais du business, soit tu n'en faisais pas, tu vois. Et au moins, tu le savais. Donc, tu as ajusté ta strat, tes investissements en face. En 2021, il y a d'abord eu le couvre-feu. Il y a eu les magasins en centres commerciaux qui ont fermé. Ensuite, il y a eu le couvre-feu et finalement, tout a fermé. Et à chaque fois qu'il y avait des annonces, moi, j'ai aucune idée, d'un point de vue sell-out, combien je fais en centres commerciaux. Je n'ai pas ces chiffres. Si je mets Monoprix, Sephora, Nocibé en compte commercial, parce qu'ils ne te les communiquent pas forcément. Je ne les ai pas à la porte comme ça, je ne connais pas le markup, donc je ne suis pas capable de... Le couvre-feu, c'est pareil. Tu ne sais pas de quel business tu fais entre 17h et 20h chez Sephora. Ça se trouve, c'est 10%. Donc, c'est pas grave si ça ferme, mais ça se trouve, c'est 80. Donc, c'est plus dramatique. Et ça dépend beaucoup des marques et compagnie. Et il y a eu pendant 1 mois et demi les couvre-feux. Donc, c'est 1 mois et demi de business. Donc, et nous, on continuait d'investir parce qu'on était en mode post-année 2020, on avait du cash, on avait envie d'investir, on voulait montrer au marché aussi qu'on était là post-Covid. On avait lancé beaucoup, enfin, on a lancé beaucoup de produits, on a beaucoup investi en 2021. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On a 3 term sheets. Je prends la plus grosse. Quel montant ? Tu peux communiquer ou pas ? T'as des NDA. Ouais, j'ai des NDA, mais c'était plus de 15 millions d'euros. Oh là là, fat. Ouais, c'était trop d'argent. De toute manière, c'était trop d'argent. Oui, mais ça te donnait les moyens d'aller mais faire. Mais ça me donnait les moyens. Et tu vois, en fait, ce qui a été difficile, c'est 2 choses. Bon, vous avez compris, ça s'est pas fait. Il y avait du cash out ou pas ? Il y avait du cash. Oui, toujours. Alors toujours, c'est pas une évidence. Pardon. Sur ces montants-là, chères auditrices, chers auditeurs, non, mais le cash out en général, ça veut dire que quand on fait en fait, une levée de fonds, c'est émettre des actions, du capital qu'on va vendre à un investisseur. Et parfois, on n'émet pas la totalité du capital, on en vend une partie. Exactement. Et soit c'est ça on qu'on émet appelle des le cash out. nouvelles actions, et ça, c'est l'argent qui va dans la boîte. Soit on vend ces actions qui vont dans votre poche et un peu aux impôts. Et en tout cas, à l'étape où on en est, la maturité où on en est, ça paraissait complètement logique qu'il y ait une partie en cash out, et c'est une petite partie, et d'ailleurs je recommande à tout le monde de pas au premier tour, mais à partir du 2e, 3e, il faut se sécuriser, c'est ultra important. Dérisquer. Vous avez tous vos œufs, chères auditrices, chers auditeurs, chères entrepreneuses. Ça se dit au féminin ? Bien sûr. Ouais, entrepreneurs. Tous vos œufs dans le même panier. Ça permet de sortir un peu de dérisquer son avenir. Quoi. Exactement. C'est hyper important. Ça vous permet d'aller. Enfin voilà, ça a été clé. Et donc, ça s'est pas fait. C'est pas grave. Moi, une porte qui se ferme, c'en est 10 qui s'ouvrent, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, je suis très content. Par contre, ce qui a été difficile, c'est que j'avais mis des moyens en face parce que j'avais une banque d'AF, j'ai des super fonds, des avocats. Ils avaient fait une note stratégique, je ne peux pas dire de qui il s'agit, mais j'avais une note stratégique de 15 pages. Ils ont fait une due deal de 2 mois et demi avec 3 personnes. Ils ont fait des études NPS en France, aux États-Unis, et c'est ça qui a causé, qui a été plus difficile parce que tout mon entourage me disait non mais il n'y a pas de problème, ça va se faire. Moi j'étais pas stressé, juste on était loin de notre budget. On était loin de notre budget 2021 sur le premier semestre, et après au 2e semestre on a beaucoup rattrapé, donc voilà, c'est la vie. Écoute, c'est très intéressant. Ça repousse ? Je ne sais pas. Pour le moment, Alors, comment tu finances ta croissance du coup aujourd'hui ? J'ai fait un bridge avec mes associés actuels. Donc, un bridge, et c'est avec Utopia et Founder Future qui s'exposent un peu plus avec Marc Ménassé et sa super équipe. Voilà, un bridge, c'est donc un pont pour passer d'une étape A à une étape B et en tout cas réaccélérer. Là, j'ai besoin de remettre un petit peu de les gaz, et c'est ce qu'on est en train de faire. On a plein de super projets qui arrivent, et je me laisse jusqu'à cet été pour réfléchir sur la suite.
Mais on se fait encore beaucoup contacter, on a beaucoup d'opportunités, mais je prends le temps. C'est bien. Je suis pas pressé. Là où j'essayais discrètement de t'amener quand même avec cette question, c'est sur le financement avec Silver. Ouais. Puisque tu fais un truc un peu original. Ouais. Silver, chers auditrices, chers auditeurs. Alors, full disclosure, on investit un petit peu chez Silver. Mais Silver, c'est du revenue-based financing. En gros, ça finance votre croissance. Vous le savez parce qu'ils ont été aussi annonceurs sur le panier il y a un bout de temps. Donc, en gros, on connecte son Shopify, son Analytics, son Facebook Manager ou son WooCommerce ou autre. Ils arrivent à voir comment est-ce qu'on peut accélérer. Ils vous émettent une carte avec de l'argent dessus et ça vous permet d'acheter de l'acquise et de le rembourser sur les ventes avec un décalage. Je sais plus, je crois que c'est 2 mois. Mais toi, tu fais quelque chose d'un peu différent. Exactement. Nous, la pub en ligne, on arrive à la financer, on la finance bien. Ce qui est plus compliqué pour nous en ce moment, c'est nous, on n'a pas de produit, on ne vend pas. On est une marque produit. Pour grandir, il faut des produits. Le sujet qu'on a eu, nous, c'est notre BFR qui s'est vraiment compliqué parce que les délais de production, c'est plus long. En moyenne, nous, en 2018-2019, il nous fallait entre 3 et 3 mois et demi pour faire un réassort. Et aujourd'hui, on est plus entre 4 mois et demi et 5. Donc ça tire sur le cash. T'as 5 mois pour le réassort. Ouais, les composants, le pack, les ingrédients. On a des produits aussi qui sont forcément plus difficiles à formuler. On est plus exigeant. Donc, c'est Et pour pas être le bec dans l'eau, il faut le voir venir quelques semaines, quelques mois avant. Exactement. Du coup, ça veut dire qu'entre le moment où tu te dis putain, peut-être qu'on a sous-estimé ou surestimé, mais sous-estimé voilà, en l'occurrence. Je passe mes commandes de Noël, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. 6-8 là, mois avant. J'ai tous mes stocks pour cet été. J'ai tous mes stocks jusqu'à septembre, octobre. Et là, on appuie sur le bouton. On a fait tous les fichiers d'impression pour tout Noël et les quantités aussi. Mais alors, juste que ce soit clair pour tout le monde, mais admettons que tu fasses, je sais pas, 20% d'EBIT, tu fais 10 millions de CA, ça fait 8 millions, tu as 8 millions de stocks. Non, parce que tu as les salaires et tout, mais admettons 4 millions de stocks à sortir. Sur 8 mois, on va dire 3 millions. C'est pas rien comme calcul, comme prévisionnel. Non, je sais pas si je suis certainement très loin de la vérité. Mais cash, 80% de notre cash, il est dans nos produits. Bon, donc c'est plus, c'est-à-dire que tu peux pas trop te planter. Ah non, faut pas se planter. Le produit, en fait, c'est hyper frustrant parce que quand tu reçois des commandes et que tu peux pas les livrer, tu perds du chiffre. Mais quand tu as ton argent qui dort à l'entrepôt, c'est horrible, c'est la pire des choses. Donc c'est comme un restaurateur qui a sa selle. Voilà, et c'est pas. En fait, et tu vois, j'ai une super équipe opération. Ça, je pense que c'était une des plus grosses erreurs chez Merci Andy. On avait surstaffé en marketing et sous-staffé en opération. Aujourd'hui, j'ai 2 personnes, Mathieu et Martin, qui sont arrivés au pôle opération. Il y a 2 ans, j'avais pas d'acheteurs. Aujourd'hui, aux équipes Ops, ils sont 6. Donc, ça montre qu'on a recalibré un peu les Ops et ils font des calculs savants avec nos équipes de commerce, nos équipes marketing et eux, les équipes production, pour optimiser au maximum notre stock. Okay. Et donc Silver, mais voilà, nous on est en train de créer un modèle avec Silver de financement de stock. Donc en fait, ils viennent payer nos fournisseurs parce qu'on aime bien les payer à l'heure. Ils viennent payer nos fournisseurs et ils nous proposent un différé. Pour les rembourser, ça peut aller de 4 à plusieurs semaines, donc ça nous allège notre BFR et derrière ils viennent prendre un pourcentage de notre revenu e-commerce et wholesale. Hyper intéressant, donc une évolution de leur modèle aussi à eux. Exactement. Ok, qui permet, mais toujours avec la même approche de financement. Et on est en plein test, on a fait un premier financement et ça se passe super bien et ça nous permet de faire plus de choses. Cool. Le temps file. On pourrait se parler encore longtemps parce que j'ai plein de sujets et je trouve que la discussion est très sympa. J'espère, chers auditrices, chers auditeurs, que ce catch-up vous plaît. Je crois que dans la promesse, je dis 30 minutes, mais en fait, je le tiens jamais. Et tant mieux parce que vous les écoutez, ces catch-up, et vous les aimez, ça veut dire qu'ils sont intéressants. Allez, quelques questions pour finir. J'aimerais parler retail dans les grandes lignes. J'aimerais parler tech. Et puis ce sera déjà pas mal. Yes. T'as rencontré du coup Jean-Luc Colonna qui a cofondé Merci. En fait, on se pose la question du retail parce que on a souvent des gens qui viennent au bureau en pensant que c'est un magasin.
Et c'est hyper malaisant parce que tout le monde est sur son ordinateur concentré et tu vois un groupe de copines de 16 ans qui vient pour acheter des produits. Et en fait, ils se disent « Attends, mais c'est ça, Merci Andy, le magasin, c'est nul. » Donc, on se pose vraiment la question du retail. On pense qu'on a une gamme qui est suffisamment profonde, large et une marque qui est suffisamment riche aujourd'hui pour ouvrir du retail. Donc, on travaille dessus. Et moi, mon premier réflexe, c'est d'aller voir les copains et les gens qui en font très bien. Je suis allé voir Marc de Doras, Bastien de Cabaya, Juliette de My Cream, voilà, toute la team. Et j'ai rencontré aussi le directeur général d'Aesop qui m'a dit il faut que tu rencontres ce monsieur, donc qui est le fondateur de Merci, Monsieur Colonna. Et j'ai pris un petit déjeuner avec lui passionnant, qui m'a expliqué l'histoire de Merci Andy et qui m'aide à réfléchir, et qui m'a aidé et qui m'aide encore à réfléchir à c'est quoi la boutique Merci Andy. Et j'ai appris en 2 heures ce qui aurait pu mettre des mois à comprendre en fait, sur l'emplacement, la taille, la location, la manière de faire. Et en fait, c'est un monsieur qui est pas la cible Merci Andy, il a un certain âge et en fait il connaissait la marque par cœur. On avait déjà été vendu chez Merci Andy, on était déjà vendu chez Merci, avec Merci Andy, et c'était passionnant. Et en fait c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. T'as retenu un conseil? Un conseil, il m'a dit c'est mieux de faire du bruit là où il n'y en a pas plutôt que d'essayer de parloter à côté où il y a beaucoup de bruit. En gros, va pas te mettre là où tu penses qu'il y a beaucoup de monde, où il y a tous les énormes parce qu'il y a du flux, va te mettre à un endroit où tu sais que les gens viendront pour toi et te verront toi en premier. Va pas te mettre à Châtelet-Léal à côté du H&M ou rue de Rivoli. Trouve-toi un endroit où tu peux toi bien t'exprimer et où tu seras très visible. Passionnant. Rien que sur ce conseil, j'adore. Et j'avais pas envie d'ouvrir au moins 2 à Châtelet. C'est pas une disclosure. Ça n'a pas de sens. Comprendre. Monsieur Colonna, vous êtes évidemment le bienvenu pour venir nous raconter votre. Il est passionnant. C'est ça. Nous, on a travaillé en partie sur le site Merci. C'est une marque que j'adore. C'est un concept store pour les non-parisiens, boulevard Beaumarchais, qui est génial, où on trouve un peu la crème de la crème de la. Et tu vois, il m'a dit un truc. Il m'a dit quand il a ouvert ce lieu qui est quand même énorme, il y a 4 étages et tout. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est des milliers de mètres carrés. Tout le monde lui a dit le boulevard Beaumarchais, mais jamais. C'est mort. C'est que. Et voilà. Et en fait, il a transformé la rue. Mais il a transformé la rue avec Maison Plisson juste à côté. Maison Plisson, Paris, New York, tous les Sandro sont tous venus et ça montre que et on a cette ambition-là. Formidable. La tech. Ouais, la tech, pour atterrir, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. C'est bien. Catch-up. On fera un catch-up du catch-up. On fera un catch-up du catch-up ou un catch-up V2. Vous êtes et avez toujours été sur Shopify. Ouais. T'as quoi comme taux de transfo? On est en desktop, on est à 3 et sur mobile, on est catastrophique. On est moins de 1. Pourquoi? Un héritage de plusieurs free alternants, CDI, agences de dev, des erreurs d'il y a plusieurs années dans le code, des apps qu'on testait. Moi, j'étais très, très app. Dès qu'il y en avait une qui sortait, je la testais, je la pluguais, que ça soit un calcul de LTV, un lifetime value, voilà, un calcul un analytique, un petit CTA sticky. Et en fait, l'accumulation de toutes ces apps, parfois mal codées aussi, avec des scripts qui viennent se mettre à des endroits où il n'y a pas besoin. Je ne suis pas du tout tech, mais j'arrive à comprendre. Et en fait, quand on supprime l'app, ça ne supprime pas 100% de son code, 100% des choses qu'elle a installées sur votre site. Et je pense qu'on est arrivé à un point où notre front, on a des temps de chargement qui sont catastrophiques. Et on est arrivé à un point, et on en parlait avec Laurent juste avant, où on pense à non seulement refaire une refonte, ça c'est sûr, quitter Shopify, no way. Moi je suis pro Shopify, c'est connecté à tout notre écosystème. J'ai mis 2 minutes à le plugger avec notre logisticien aux US. Je me suis mis sur faire aux États-Unis, connecté avec Shopify. Donc ça, c'est le back-office, c'est un non-sujet, mais j'étudie des pistes front-end, donc c'est-à-dire ce qui se voit en fait sur le site, un petit peu alternatifs, qui sont un peu plus nouvelles, avec des technologies et des codes qui sont plus récents et surtout beaucoup plus mobiles.
On parle de headless, alors la minute évangélisation hein, pour peut-être les moins experts, les moins tech. Souvent, historiquement, on avait des monolithes qui faisaient tout, le back-end, la gestion des commandes, des ordres, des machins, et le front, là, ce que voient les utilisateurs. Le headless, ça permet de séparer les deux et de les faire communiquer via des web services ou des API. Et donc, on peut avoir un back-end Shopify pour gérer vos commandes, vos outils, les ordres, le paiement, et un front qui est et le paiement important. Le paiement reste sur Shopify, c'est très important de le dire. Le paiement reste sur Shopify. Ouais. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est trop compliqué si tu enlèves le paiement de Shopify. Et déjà, je pense un briquet dans le. Ouais, je pense que ça ne marchera pas et toutes les technologies justement de headless, donc avec des fronts qui sont pas sur Shopify, laissent le checkout, donc le paiement à Shopify. Mais aujourd'hui, je pense que dans la tête de l'utilisateur, tu commences à le connaître. Il est limite rassurant aujourd'hui, même s'il est pas très beau. Et, tu vois, on le connaît maintenant, tu vois, on le connaît. Et donc, on étudie plusieurs solutions, et notamment une avec Arthur qui a créé Once, qui a pivoté il y a quelques années pour créer justement une solution de front. Avec, voilà, nous, on a plus de 91% de notre trafic qui est sur mobile. Donc, en fait, je ne veux plus entendre parler d'ordinateur. Et si on fait une version desktop, on se pose même la question d'en faire une, pour te dire. Enfin, on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait faire si on ne fait pas un site desktop. Comment on pourrait faire, enfin, on étudie ça. Combien ? 90, ouais, 91%. Okay. Et on n'est pas des dieux de l'acquise en social ad, tu vois. On n'a jamais mis des budgets. Donc, le jour où on veut pousser un peu en social ad, je pense que ça va encore augmenter, parce que le principe de la social ad, c'est sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, c'est quand même en énorme majorité sur mobile. Donc voilà. Ok, hyper intéressant. On parlait de Choose aussi, qui est invité sur le panier. On discute en ce moment, mais je crois qu'ils ont une actualité un peu chaude, donc ce sera dans les prochains mois. Mais Choose, qui fait de la curation de produits cool, eux, ils n'ont même pas de site. C'est juste une app. Ouais. Alors eux, c'est carrément une app native. Donc ouais, c'est une app. Je pense que monomarque en app, à part Nike, je pense, et H&M et les gros comme ça, c'est compliqué. Mais en web app ou des choses comme ça, c'est évidemment... je pense pour avoir une app, il faut vraiment avoir beaucoup de lancements, beaucoup d'univers différents. Ou une proposition de valeur très particulière, Exactement. Unique, spécifique. Une dernière question. Allez. T'es prêt ? Elle va être dure celle-là, et essaie de la faire en moins d'une minute. Tu m'as dit à un moment, en gros tu m'as dit c'était mieux avant, on pourrait jamais refaire ce qu'on a fait, et t'es pas le seul à dire ça. Je vais pas donner leur nom, mais il y en a qui vendent du thé, il y en a qui vendent des cadeaux, mais qui m'ont dit aussi des lunettes, qui m'ont dit c'était mieux ou plus facile avant. Et tu m'as dit on pourrait pas lancer une marque consumer aujourd'hui comme on l'a fait nous il y a quelques années. En 3 points, comment lancer une marque consumer aujourd'hui ? Je dirais communauté. Je pense que sans la communauté, c'est injouable. Et évidemment, avant, c'était plus facile de recruter parce qu'il y avait moins de monde, moins de messages, et c'était plus facile de se faire entendre. Le deuxième, je pense que c'est l'exigence produit. Il faut être acharné du produit encore plus qu'avant. C'est pour ça que le dropshipping ne marche plus, parce que c'est de la merde et les gens n'ont plus envie on a envie d'avoir des bons produits. Communauté, produit, et enfin le troisième, je dirais quand même l'expérience. C'est hyper important. Nous, on en souffre aujourd'hui sur mobile, sur le business, et parfois même en wholesale où nos produits sont pas exposés comme on aimerait. Donc c'est vraiment de se mettre systématiquement à la place de son utilisateur. Faire des choses qui nous font kiffer, ça c'est une certitude, mais surtout se placer à la place de son utilisateur. Louis, c'était passionnant, chères auditrices, chers auditeurs. J'espère que ce catch-up vous a plu. Merci pour l'invite. Cool. Écoute, tu reviens quand tu veux. Ça fait trop longtemps. On aurait dû faire ce catch-up il y a un an. Vous trouvez Louis sur LinkedIn, Louis Marty, et évidemment rendez-vous sur mercyandy.com, .fr.com. Les deux, hein. Pour découvrir si vous ne connaissez pas, ou pour racheter si vous connaissez. Merci. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.